Avant de commencer la vidéo, le traditionnel vote pour le prochain Flopbuster. Je vous propose de voter entre deux visions très différentes de la science-fiction, Brasil et Starship Troopers. La dernière fois qu'on s'était quitté, le tournage de John Carter était terminé et la phase de post-production commençait. Chez Disney, en cours de route, de gros changements ont été opérés. Dick Cook, qui était président de Disney au moment où le projet John Carter a été validé, a été remplacé par Rich Ross. Arrivé fin 2009 à la tête du studio, Ross venait de la télé et n'avait pas forcément l'habitude de gérer de si grosses productions. Alors oui, au début, il va bien bénéficier du triomphe box-office de Alice au Pays des Merveilles, de Tim Burton, mais en fait, sur ce projet, il ne va faire que récolter les fruits de ceux qui sont passés avant lui. John Carter, c'était LE projet qui pouvait changer la donne et lui donner toute sa crédibilité. Mais plutôt que de s'entourer de spécialistes des méga-productions, qui auraient pu le guider et apporter leur expérience, Ross va faire appel uniquement à d'autres noms de la télé avec qui il a travaillé par le passé. Exactement l'erreur que Stanton commettait en s'entourant de spécialistes de l'animation sur un film live. Autre erreur de Ross, accepter sans problème l'augmentation de budget demandée par son réalisateur. Se donner les moyens de ses ambitions est une chose, dépenser sans compter pour une franchise qui n'a pas encore fait ses preuves, ça, c'en est une autre. À la tête du marketing, Ross va nommer M.T. Kearney, qui n'avait jamais travaillé avec un seul studio cinéma auparavant. Elle se retrouve subitement directrice marketing de Disney, et ce pour un contrat de 4 ans. Et là, on touche du doigt un des éléments majeurs dans le désastre qui attendait John Carter, le marketing. En général, à ce stade-là, dans les Flopbusters, c'est le moment où on contemple à quel point le studio n'avait rien compris, n'a pas su vendre son film, ou a simplement abandonné lâchement la vision de son cinéaste. Ici, l'affaire est hautement plus complexe. Si j'ai souvent entendu dire que Disney avait volontairement saboté son propre film, selon de nombreuses sources, Andrew Stanton a largement profité de l'inexpérience de M.T. Kearney pour diriger lui-même la promo du film. Et les ennuis démarraient dès le choix du titre. Pour un roman intitulé Princess of Mars, la rumeur veut que Disney était trop frileux pour que le titre d'un blockbuster n'évoque que l'héroïne et non pas son héros. Stanton avait donc proposé John Carter of Mars, ce qui permettait de présenter le héros, mais aussi de garder la présence essentielle de la planète Mars au cœur du récit. Earth, us. That is Jasum. You are on Barsum. Mais voilà, en 2011, Disney va distribuer le film d'animation Milo sur Mars, et là c'est un four total. On évoque 100 à 150 millions de dollars de pertes. Cet échec va relancer une vieille superstition voulant que la planète Mars porte malheur dans un titre de film. Le titre se voit donc raccourci tout simplement en John Carter. Et avant même que le film ne sorte, Stanton ne se cachait même pas du fait qu'il était plus attaché à son titre initial. So would you consider the real title of this movie to be John Carter of Mars? In my mind, yeah, it always will be. Le choix peut paraître anodin, mais il présente deux problèmes qui allaient se retrouver par la suite. Tout d'abord, pour les fans de la saga littéraire, ça ressemble à un désaveu. Cet univers-là, c'est les chroniques de Barsum, donc de Mars. Si on peut enlever un élément si essentiel du titre, alors comment faire confiance à la fidélité du reste de l'adaptation ? Autre souci, ça ne présente rien de bon non plus pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. Là où le premier titre promettait au moins des aventures spatiales, celui-là semble simplement abandonner son public avec une seule interrogation, qui est ce John Carter ? Lorsqu'elle arrive en juillet 2010, M.T. Kearney veut que le marketing de John Carter soit lancé dès que possible. Il reste moins de 2 mois de tournage, elle va donc se rendre sur place et demander à Stanton des money shots, ces séquences spectaculaires qui coûtent souvent très cher, que tout blockbuster tourne habituellement en priorité afin de les placer dès les premiers teasers. C'est d'ailleurs pour ça que parfois dans les bandes annonces, vous voyez des scènes qui ne sont pas gardées dans le film, parce que les effets spéciaux ne sont pas finis, que le montage n'est pas fini, mais il faut absolument les money shots pour capter votre attention. Problème, là encore, Stanton vient de l'animation et n'a pas fonctionné selon cette logique. Plusieurs séquences majeures n'ont tout simplement pas été tournées et les autres sont encore très loin d'être montées comme il faut, d'avoir les effets spéciaux assez finalisés pour être diffusables. Va alors commencer une bataille entre Kearney et le cinéaste pour montrer le premier teaser.
Avant de partir, on montrait à l'équipe une version du teaser, mais ils disaient toujours « Ah, vous pouvez pas utiliser ce plan, la couleur n'est pas retravaillée ». Ou alors « Vous pouvez pas utiliser celui-là non plus, les effets spéciaux sont pas prêts ». Et il y avait rien à faire parce que physiquement, c'était pas prêt. On peut pas forcer si c'est pas prêt. C'était pas délibéré. Témoignera plus tard un membre de l'équipe marketing. Un autre problème se présentait. Andrew Stanton avait une foi aveugle dans l'univers des romans. Une foi telle qu'il a largement surestimé l'impact que cet univers avait dans la pop culture contemporaine. Pour lui, John Carter était aussi célèbre qu'un Tarzan, un Batman, un Sherlock Holmes. Le premier teaser illustre parfaitement ce phénomène. Il est bien trop cryptique pour que toute personne n'étant pas familière avec les romans puisse comprendre quoi que ce soit. Là encore, le mystère de la découverte est ce qui intéresse Stanton, lassé des promos qui en disent trop. And when I think about how much surprise everybody is denied now, it makes me real sad. It makes me realize they're never going to know what it was like to just go and discover. Et le fait qu'il surestime la popularité de John Carter, ça va le pousser à refuser que les promos mentionnent par l'auteur de Tarzan, jugeant que la saga ne nécessitait pas d'être présentée. Il va aussi refuser les mentions par le réalisateur de Wall-E et du Monde de Nemo, parce qu'il craint que l'image film d'animation lui fasse perdre sa crédibilité de film live auprès des adultes. Face à son attitude, les tensions montent considérablement en interne. Un membre de l'équipe marketing déclarera ainsi à Vulture: Il n'imaginait pas un monde dans lequel quelqu'un ne savait pas qui était John Carter. Mais c'est pas Frankenstein, c'est pas Sherlock Holmes. Tout le monde s'en fout. Personne ne dit « Oh, cette année, pour Halloween, je serai John Carter ». Un cinéaste qui ne parvient pas à avoir le moindre recul sur son projet de rêve, une équipe marketing en guerre qui ne croit plus en lui ni dans le projet, le navire prend l'eau de toutes parts. Pour ne rien arranger, les bandes annonces sont reçues tièdement par le public qui ne parvient ni à saisir la nature de l'histoire, le genre exact du récit, les enjeux. Plus les teasers et bandes annonces sortent, plus une certitude émerge. Disney n'a plus aucune idée de comment sauver les meubles pour vendre son projet. Le 9 janvier 2012, le sommet de ces querelles internes et des désillusions promotionnelles est atteint. M.T. Kearney démissionne du marketing de Disney à 2 mois de la sortie en salle. Difficile d'imaginer un pire scénario à ce stade. Et pourtant, pour ne rien arranger, dans la dernière ligne droite, le spot du Super Bowl qui coûte extrêmement cher et qui est très important pour n'importe quel blockbuster, et la bande-annonce finale ne sauve pas la mise. Au contraire, d'après les sondages des analystes box-office, l'intérêt pour John Carter ne faisait que baisser à quelques semaines de sa sortie. La nouvelle équipe marketing a peut-être imposé sa vision plutôt que celle de Stanton, mais les contradictions entre chaque extrait n'ont fait que perdre le public. Le film sort le 9 mars 2012 aux États-Unis et les critiques presse sont mitigées. J'ai lu assez souvent que le film s'était fait détruire, mais c'est plutôt entre deux. Sans se faire lyncher, John Carter laisse les critiques sur leur faim, avec une moyenne Rotten Tomatoes de 52% qui décrit bien ce côté ni chaud ni froid. Pour le célèbre Roger Ebert, le film décroche la moyenne de 2,5 sur 5. Selon Empire, Stanton a créé un monde fantastique, mais les péripéties sont oubliables. Idem pour le Daily Telegraph qui le qualifie de merveille technologique, mais regrette un récit douloureusement daté. Le New York Daily News de son côté décrit un film indéniablement idiot et dont il est facile de se moquer, mais aussi ludique et sincèrement épique. Au final, toute la presse semble se mettre d'accord sur John Carter. La forme est excellente, le fond peine à convaincre. Paradoxalement, la fidélité absolue revendiquée par Stanton est perçue comme un manque d'originalité aux yeux du grand public, car l'œuvre de base a été tellement exploitée par tellement de films qu'on éprouve forcément un sentiment de déjà-vu face aux péripéties. Le fait que John Carter passe après Avatar, qui là encore a beaucoup emprunté aux écrits de Burroughs, n'arrange rien. Robert Zemeckis avait sûrement vu juste sur ce coup. L'œuvre la plus maudite de l'histoire souffre d'une nouvelle malédiction, elle a trop inspiré. On a trop pioché dans son imaginaire, et en arrivant après ses descendants, elle paraît, ironiquement et tristement, les copier. Pour ma part, si je reconnais bien des imperfections au film, je ne peux m'empêcher d'y voir une grande réussite. Alors oui, certains reprocheront le rythme, les péripéties semblent parfois un peu décousues, voire laborieuses, et franchement je ne suis pas fan des excuses de type « c'est censé poser les bases d'un univers étendu », parce que c'est exactement ce que je reproche à 90% du MCU. Pour moi, un film, contrairement à une série, doit exister
en tant que tel, en tant qu'entité. Avoir une narration qui se tient, une vision artistique qui fonctionne, même en dehors de ses potentielles suites. Un épisode filler au cinéma, ça devrait pas exister. Donc oui, même si John Carter essaie de poser les bases d'une plus longue saga, les soucis de rythme et partiellement d'écriture ne s'excusent pas. On peut également critiquer les effets spéciaux, notamment la course-poursuite lors de la procession du mariage, qui pique les yeux bien comme il faut. Et franchement, même en 2012, ça piquait déjà les yeux. Vu le budget qui est passé dans le film, on peut quand même regretter ce type de séquence. Mais là où John Carter se rachète totalement, c'est par ce sentiment qu'il provoque que je n'ai plus ressenti devant un blockbuster depuis longtemps. Ce sens de l'aventure. La sincérité, le premier degré du film, c'est justement ça qui nous aide à passer au-delà de sa naïveté et de son côté kitsch. C'est une vraie épopée d'aventure, le genre de film qu'un gamin peut découvrir les yeux écarquillés en salle, laissant son imagination voguer dans un immense univers à compléter. Une saga de l'espace comme Star Wars se promettait de l'être, avant une prélogie au mieux en demi-teinte et une Disneylogie cynique et dénuée d'âme. John Carter a ce sens du grandiose. On y rencontre une mythologie nouvelle, on se bat pour un régime politique, les intrigues s'entremêlent, et puis visuellement, Andrew Stanton fait un boulot impeccable. Il jongle entre les visuels de western, de fantasy, de science-fiction, il va même jusqu'à conclure son récit dans une esthétique qui frôle le gothique. Ça regorge de cinéma et d'idées de mise en scène. La musique porte le souffle épique nécessaire et Stanton ne se refuse pas de vrais moments durs émotionnellement. Tenez, la séquence où John Carter combat à lui seul les Tharks et empile les cadavres autour de lui, c'est d'une brutalité physique et psychologique qu'aucun blockbuster familial ne propose plus aujourd'hui. John Carter, c'est un voyage initiatique, avec ce que ça comprend d'imperfections, d'erreurs, mais aussi de violence, d'amour, de péripéties et de trouvailles. Et là où un Joss Whedon ou un J.J. Abrams se serait contenté de désamorcer la tension dramatique par des blagues pour éviter le ridicule, le sérieux avec lequel Stanton embrasse son récit nous permet justement de fermer les yeux sur ces clichés, de croire à ce monde fait de princesses valeureuses et combattantes, d'une sorte de chien martien fidèle, d'ennemis éternels qui manipulent le cours du destin et d'un simple terrien qui fait des bons infinis. Côté box-office, avec un démarrage à 30 millions de dollars aux États-Unis, John Carter est perdu d'avance. À vrai dire, il ne sera même pas en tête du box-office pour son premier week-end, puisque le film d'animation Le Lorax, sorti une semaine plus tôt, conserve la tête avec 38 millions de dollars. Le Lorax, le film qui utilisait les chansons pop de l'époque pour raconter du Dr Seuss. Le Lorax, je répète. Sa course locale va être absolument désastreuse, il va terminer avec à peine 73 millions de dollars en fin de course. Et même si le film se rattrape un peu à l'international, avec 211 millions sur tous les autres territoires, dont environ 1 million d'entrées en France, rappelons qu'un studio touche beaucoup moins sur les recettes à l'étranger. D'après Reuters, le film avait besoin d'au moins 600 millions de dollars de total mondial pour se rentabiliser. John Carter va s'arrêter à 284 millions, même pas la moitié, devenant un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Hors inflation, il est même considéré comme LE plus gros flop de l'histoire. En 2014, Alan Bergman, le nouveau président de Disney, après l'éviction de Rich Ross qui a eu lieu tout de suite après le naufrage, déclarera que même 2 ans après, Disney n'avait toujours pas fait suffisamment de bénéfices pour compenser les pertes colossales liées à Lone Ranger et John Carter. John Carter aurait pu couler Disney si l'international n'avait pas sauvé les meubles qu'il restait à sauver. Évidemment, ce naufrage conduisit à l'annulation de tout projet de suite, au départ précipité de Rich Ross comme on l'a dit, et à bien des crises internes. Mais surtout, de mon point de vue, Lone Ranger et John Carter ont bel et bien tué Disney sur le terrain de la prise de risque et de la créativité. On avait là 2 univers risqués, ambitieux, dirigés par des cinéastes à l'identité forte, et ils ont prouvé aux exécutifs du studio une chose simple: si la formule parfaite n'existe pas, faire trop confiance à un réalisateur décuple les risques. Dans la foulée de John Carter, on assisterait progressivement au Disney nouveau, celui des sagas, des remakes live et de la perte totale de prise de risque. Les succès croissants de Maléfique, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Aladdin, La Belle et la Bête ou Le Roi Lion, majoritairement de pâles copier-coller filmés par des yes-men sans la moindre vision, allaient condamner la firme à devenir une parodie d'elle-même. Et franchement, la prise de risque, ça n'est qu'un lointain souvenir quand on place Jon Favreau ou les frères Rousseau à la tête de ses créations, alors que Verbinski prenait la porte et que Stanton ne reviendrait qu'avec une suite. Là encore, minimiser les risques.
Présenter au public des films d'animation calibrés, dont les chansons conçues pour rester en tête camoufleraient l'animation perfectible, les scénarios navrants et le manque cruel d'étincelles, de renouveau. Depuis John Carter, Disney Pixar, c'est 8 suites du côté de l'animation, plus d'une dizaine de remakes live ou suites, et ça sans même compter le MCU et l'univers Star Wars. Et pourtant, le box-office est toujours plus florissant, au point que le géant n'aurait même plus besoin des salles, à en croire leurs ambitions du côté de Disney+. Ce qui est certain en tout cas, au-delà de l'argent, c'est que nous, le public, on a perdu au change. Cruellement. Alors oui, John Carter était peut-être imparfait, mais il avait cette passion, cette sincérité, un véritable regard passionné sur le pulp qui avait envie d'émerveiller son public, de transmettre cet émerveillement aux générations d'après. Alors oui, à mes yeux, John Carter a tué Disney. Le film le plus maudit de l'histoire du cinéma a mis fin à une ère d'artistes qui commandaient encore des grosses machines commerciales. Une époque pas si lointaine, où on estimait encore suffisamment le grand public pour lui livrer du travail bien fait, même dans un divertissement popcorn. Une époque où des cinéastes passionnés ne se cachaient pas derrière l'excuse de « posez votre cerveau, c'est pas du cinéma d'auteur, et si vous critiquez, c'est que vous êtes des élitistes méprisants ». Tout ça pour camoufler quoi ? Le réel mépris. Celui d'un studio transformé en tiroir-caisse qui formate son public à baisser ses exigences pour lui revendre à l'infini la même soupe de téléfilm à gros budget. En emportant la prise de risque de Disney, c'est une part du cinéma populaire hollywoodien qui est partie avec John Carter. On pointera toujours du doigt un Nolan par-ci, un Villeneuve par-là, il n'empêche pas que ce qui était fréquent est devenu une exception. Alors je le répète, plus que les dizaines ou centaines de millions de dollars perdus par Disney, c'est surtout nous, le public, qui avons perdu dans cette affaire. Pour conclure, comment expliquer ce désastre commercial ? La faute à un budget qui aurait dû rester plus mesuré ? La faute à un cinéaste qui n'a pas compris que son projet n'était pas si populaire qu'il le pensait ? La faute à un marketing bâclé, pas assez intensif, confus, qui ne savait jamais sur quel pied danser ? Ou la faute aux critiques, voire au film lui-même qui n'a pas inversé la tendance ? Au fil des épisodes de Flopbuster, je pense qu'on arrive progressivement à un constat. S'il y a souvent des fautifs à prendre en compte, le box-office est aussi parfois tout simplement imprévisible, incompréhensible. On peut penser cerner parfaitement le public et pourtant se tromper sur toute la ligne. Et sur ce point, Andrew Stanton avouait déjà avant la sortie du film que le pari de séduire le public n'était jamais une science exacte. I've never worked on a movie that was easy to sell unless it had a 2 behind it. You're gonna get, silent robots, rats that cook, romantic adventures that are from 1912. I mean, it's not going to be easy for you. Get used to it. People always say to the marketers and to the studios what they want. They want the doorknob. But the truth is that they don't know what they want. All they are capable of doing is describing what they liked last. But what they really want is a new color that will be as cool as the last color they saw. And the marketer's sad job is to say, it looks exactly like orange, but it won't look like orange. C'était Clem, vous venez de regarder le nouvel épisode de Flopbuster, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de voter en commentaire. Je remercie particulièrement Albin de la chaîne Albin5, avec qui j'ai déjà collaboré sur sa chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo que vous voyez en description et à aller vous abonner directement à sa chaîne parce qu'il fait vraiment du super taf et qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés. Encore une fois, laissez vos commentaires, vos likes, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Flopbuster.